Bonjour à tous, juste avant que la vidéo démarre, il faut que je fasse un petit erratum. En fait, j'ai un petit peu dit... voilà, je suis parti un peu dans tous les sens dans cette vidéo, parce que moi j'ai parlé avec beaucoup de passion, vous le remarquerez. Et en fait, le truc, c'est que j'ai fait une erreur en disant la vidéo. En fait, j'ai dit que le middle season était à l'épisode 13, ce qui est vrai. Par contre, l'épisode 13 dont moi je parle, en fait, c'est l'épisode 14, qui n'est pas le middle season. Mais en fait, je le sais parce qu'en plus, je sais quel est le middle season. En plus, je le sais pour l'avoir vécu. Le problème qui se pose, c'est qu'en fait, vu que j'ai voulu traiter jusqu'à l'épisode 14, qui est pour moi l'épisode de rupture de la série, et qui lance après la troisième partie, que je vous ferai juste après dans une vidéo. Donc je me suis bien arrêté à l'épisode 14. Donc l'épisode dont je parle, qui est absolument un chef-d'œuvre absolu, c'est bien l'épisode 14 et pas l'épisode 13. Et donc ce qui fait qu'il n'y a pas eu 6 mois d'attente entre le 14 et le 15, mais c'est bien entre le 13 et le 14. Ça n'enlève rien du tout à la pertinence des propos que je vais vous tenir, parce que le côté théorie, etc., était présent entre le 13 et le 14 pendant quasiment 3 mois, ou 4 mois, je sais plus combien de temps il y a eu d'attente. Donc voilà, juste petit erratum, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo critique de la saison 1 de Prison Break. On arrive dans la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, c'est ce que j'appelle la partie de la première tentative d'évasion entre l'épisode, la suite en fait de l'épisode de la révolte, et ensuite jusqu'à le fameux épreuve de la tentative d'évasion. Donc il va de l'épisode numéro 7, l'épisode numéro 7 à l'épisode numéro 13, donc l'épisode 8 à 13, puisque l'épisode 7 était le dernier que nous avions chroniqué ensemble. Alors, à partir de là, on va rentrer dans une nouvelle ère pour la série. C'est que, comme je l'ai dit, à partir de ce moment-là, l'équipe a été constituée normalement avant la révolte, et là on vient d'introduire le personnage de Bagwell dans l'équipe, qui n'est pas encore totalement intégré dans l'équipe, ce qui sera l'enjeu de cet épisode d'ailleurs, du premier épisode de cette partie, et va voir l'introduction dans le plan d'évasion de nombreux personnages en plus. Je pense à donc Charles Westmoreland, et je pense bien entendu à C-Note. Alors déjà je vais revenir sur des personnages dont j'ai pas beaucoup parlé depuis le début. C'est le personnage de Westmoreland. Alors Westmoreland, j'adore la scène où Michael explique comment il a découvert que Westmoreland était bien Debbie Cooper. Où il raconte toute son histoire, il raconte l'histoire du genou, etc. J'adore cette histoire parce que je trouve qu'il la raconte extrêmement bien. Le fait que ça soit en termes de réalisation avec des images où tu vois Charles Westmoreland partir... voilà, avec son genou, l'arrivée sur la carte où tu vois Michael qui tire un trait et tout, enfin c'est extrêmement bien graphiquement pour essayer de bien comprendre l'histoire, et avec cette fin où tu as Westmoreland qui dit bah non parce que j'étais enfermé dans une prison à ce moment-là, etc., etc. Et donc vraiment c'était super, et ça permet de vraiment introduire ce personnage, et il faut le savoir donc Westmoreland va être le personnage central de cet épisode, puisqu'il va avoir perdu son chat, donc Michael va lui donner son chat, va lui rendre son chat, mais surtout, il va être sur tous les sujets. C'est-à-dire que c'est Brad Bellick va lui demander qui a tué Bob, il va refuser de répondre, Bellick va tuer le chat, et Michael a envie que Bellick, excusez-moi, non pas que Bellick justement, que Westmoreland mette le feu à la salle de pause. L'introduction, la présentation de la salle de pause de Michael, c'est aussi une de mes scènes préférées, où il est comme ça, il est en train de parler de la route 66, et qui dit, bah voilà, il y a le réseau, la route 66 traverse Fox River. Et il dit, oui, mais comment on se téléporte de nos cellules jusqu'à New York City? On n'aura pas besoin de faire ça. Bienvenue à Saint-Louis. Et là, il faut qu'on y aille en travail pénitentiaire. Je suppose que John pourra nous aider à faire ça. Et oui, ben c'est pas extrêmement facile. Hein, c'est une zone interdite, donc il faut justifier ça au maton, etc. Et là, il y a Bagwell qui arrive et qui veut s'introduire donc dans le sujet, etc. Et c'est vraiment parfait. Et il faut le savoir. La révolte avait introduit un personnage qui est extrêmement important pour moi dans la narration de Prison Break, c'est le personnage de Seth, qui est un personnage extrêmement secondaire, mais extrêmement important, c'est la victime de Bagwell, qui va vraiment le martyriser, il est tout fin, tout timide. Alors d'ailleurs, petite incohérence ou pas, Michael, il y a un moment où Sucré lui dit que, en gros, quand va arriver l'acrobate, qui arrivera juste après, il lui dit qu'en gros, il est plus le petit nouveau, quoi. Sauf que, ça veut dire que Seth n'était pas un petit nouveau. Donc ça veut dire qu'il était dans une autre cellule et qu'on l'a mis dans la cellule de Bagwell. Donc on se demande dans quelle cellule il était juste avant. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a dû changer de cellule pour se retrouver avec Bagwell, quoi.
Et donc Bagwell qui veut rentrer dans le TP, mais il pense qu'il va se faire choper par... Enfin, il veut éviter de se faire choper par Bellic pour le meurtre de Bob. Et donc il va organiser un plan machiavélique pour faire accuser son cousin de meurtre, en mettant la photo dans la cellule. Il y a donc l'incendie après provoqué par Westmoreland, etc. Enfin, honnêtement, cet épisode-là aussi est extrêmement bien rythmé, extrêmement bien écrit, parfait. En plus, ça met bien en avant le personnage de Westmoreland qui était assez peu utilisé depuis le début, comme je l'ai dit, sur sa relation avec son chat, sa relation avec Bellic, sa relation avec les autres prisonniers. Et ça va permettre vraiment de le remettre en avant parce que à ce moment-là, en fait, bon, il est présent très très souvent dans la série. Hein, c'est vraiment un personnage, c'est pas du tout un personnage secondaire, c'est vraiment un personnage essentiel, principal. Mais voilà, c'est plus compliqué. Et puis, il y a toujours Michael qui fait son travail de sap sur Sarah et qui la drague ouvertement. Et là, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en termes de drague. Mais honnêtement, c'est une leçon, quoi. Quand il arrive là et qu'il lui parle des fleurs et qu'ensuite il lui apporte la fleur qu'il a fait, oh, c'est tellement bien, c'est tellement réussi, c'est tellement beau. Et puis voilà... Et on sent que c'est naturel, et on sent que là, Michael perd un peu le fil, qui commence vraiment à tomber amoureux au-delà simplement de bien l'aimer. Même si, de jouer avec elle pour pouvoir venir dans la salle dans l'infirmerie pour pouvoir faire ce qu'il a à y faire. Même si par contre, petite subtilité, vous le savez si vous avez vu la série, tout ça va avoir des conséquences pour la suite. Et Michael aura quand même prévu un plan de secours pour pouvoir essayer de revoir Sarah par la suite. Le problème qu'il y a, c'est vrai qu'on peut se dire, il avait prévu tout ça avant, mais ça veut dire que si par exemple Sarah l'avait pas du tout aimé ou qu'il s'était pas du tout apprécié, etc., on a l'impression que ça se met un peu de façon automatique en place, tout ça. Donc c'est un peu étonnant, voilà, c'est toujours, ça m'a étonné, toujours, voilà, cet élément, que Michael ait autant prévu de choses, en particulier envers le Dr Tancredi, alors qu'il n'était pas du tout sûr que peut-être ça allait donner plus de choses. Et ça veut dire qu'il prévoyait de tomber amoureux d'elle, c'est toujours quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Et donc Sarah, elle, va commencer à douter de Michael, va commencer à douter de lui, parce que il lui a menti, mais bon, après il est tellement gentil, puis elle arrive enfin pas à oublier, mais voilà, et puis elle est amoureuse, elle commence à tomber amoureuse. Ah bah oui, là c'est trop tard, à ce moment-là pour moi c'est trop tard. Quand par exemple il l'attrape au moment de la révolte, et il l'attrape comme ça et qu'ils se regardent tous les deux, là c'est tension, pas une tension de haine, justement une tension, je veux dire, sexuelle. Non, à ce moment-là, honnêtement, ils n'avaient pas envie de faire ça, mais une tension d'amour, quoi, qui à partir de ce moment-là, pour moi, c'est cuit, quoi. Sarah, c'est bon, elle y est, quoi. Et elle va découvrir d'ailleurs que Michael a suivi un moment en psychiatrie, et donc elle va en apprendre plus sur lui, elle va apprendre sur son inhibition latente, etc. Donc elle va apprendre plein de choses pendant cette période-là de la série, et vraiment les deux personnages, ça va, voilà, et puis cette histoire d'amour, ce sera pas toujours comme ça, ce sera, ce que je vous propose, c'est que quand je voulais vous dire merci de m'avoir soigné, etc., tout ce travail de sap tout au long avec Sarah Tancredi, c'est vraiment quelque chose de super. Et arrivent tous ces épisodes qui vont introduire donc les nouveaux personnages de l'évasion. Donc d'abord, comme je vous l'ai dit, il y a Bagwell qui va être dans l'évasion. Donc après que la salle de pause est brûlée, après que Bagwell ait été, on va dire, innocenté, enfin en tout cas qu'il ne soit pas accusé du meurtre de Bob, et qui est génial dans la scène où il veut s'introduire dans le TP et il fait « Allez, pas après l'épopée qu'on a vécue, à New York City, à Saint-Louis !» Ça, j'adore, honnêtement les répliques sont top, quoi. Et il est introduit au TP et donc ils vont pouvoir sortir. Sauf qu'entre temps, et c'est là où ça devient hyper intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, on rentre dans une nouvelle ère dans la lutte contre le cartel. C'est que désormais Nick Savrine avec Veronica Donovan deviennent les proies, quoi, du cartel, avec aussi LJ. Et avec cette scène fantastique où tu as une représentante du cartel qui vient et qui dit à Lincoln qu'il faut bien que... j'espère qu'il a bien dit au revoir à son fils la dernière fois qu'il l'a vu. Super. Et voilà, enfin c'est top. Honnêtement, c'est top. Moi j'adore cette scène, je la trouve super réussie. Ça s'enchaîne super bien. Là, à partir de là, ça s'enchaîne hyper
super bien. C'est-à-dire que tout le long là, ça s'enchaîne, il y a aucune perte de rythme, aucune perte de temps. Donc Abruzzi, enfin bon, bref, il y a plein de choses qui vont se passer. Et donc le moment, on va dire, le plus important de la série à ce moment-là, c'est ils vont avoir accès au réseau, comme il l'appelle. Et en même temps, LG, lui, va voir ses parents se faire assassiner. Veronica et Nick Savrine, eux, sont considérés comme morts. Et donc, les trois vont finir par se retrouver avec ce fameux moment où il veut venir... On est à Lake Mercer, alors qu'ils sont pas du tout à Lake Mercer, etc., etc. Et etc., etc. Enfin bref, plein de choses. Ils se retrouvent, et donc là, ça met un peu à terre, un peu à la fin, on pourrait dire entre guillemets, de toute cette partie là où la famille de Lincoln est en danger, où les avocats sont en danger, où ils vont pouvoir reprendre leur travail d'investigation et essayer de chercher les informations. Et c'est à partir de là où on va vraiment introduire le méchant, parce que depuis le début, c'est vrai que le cartel a un représentant, on va dire, même si c'est pas vraiment le cartel, c'est les représentants des services spéciaux, excusez-moi, avec Kellerman. Depuis le début, on n'a pas vraiment une tête, parce que on voit la personne, mais on ne la voit que simplement cuisiner, on voit pas vraiment son visage. Et d'un coup, on introduit le personnage de Caroline Reynolds, et qui va permettre là de comprendre que l'enjeu de tout ceci avec Lincoln dépasse même le cadre de simplement un homme condamné à mort. C'est au-delà, c'est même maintenant, tout ceci peut provoquer qu'il y ait une femme qui va peut-être être élue présidente des États-Unis d'Amérique, quoi. Et donc ça c'est super, c'est génial. À partir de là, tout s'enchaîne pareil, extrêmement bien. Pour eux, ils vont être menacés par un homme qui va venir. D'ailleurs, c'est une géniale où il lui serre la main comme ça, et il serre la main et il casse le poignet de Kellerman. Super, super introduction pour ce personnage. Le fiancé de Veronica du début, qu'on pensait, je pensais jamais revoir, hop, il est assassiné sans aucun mépris, sans aucun respect plutôt. Vraiment génial. Et là, il va tirer sur Nick Savrine, qui va se vider de son sang. Et là, on t'introduit, un petit moment, on te dit, oui, on sait très bien pourquoi vous vous intéressez au dossier Lincoln, hein. Et c'est pas c'est pas pour sauver la vie de Lincoln. Et là, c'est vrai que moi, je m'étais dit à la base est-ce que c'est par question d'amour? Est-ce qu'ils veulent créer une histoire d'amour entre Veronica Donovan et notre ami Nick Savrine? Mais ce qui est bizarre, c'est pourquoi il serait au courant, ça ne ferait pas de sens. Donc, ça va s'expliquer par la suite avec l'introduction de l'ère Abruzzi, mais nous y reviendrons plus tard. Et va arriver dans cette partie-là où ils vont chercher les raisons de pourquoi Terence Steinman ils ont voulu le tuer, puis ils vont chercher... et on va se rendre compte en fait au fur et à mesure que il y a des détails, qu'il y a des choses intéressantes. Et au fur et à mesure, vu que Kellerman va aller de plus en plus loin dans la barbarie, eh bien Danny va pas suivre. Danny va pas suivre. En fait, depuis le début, on nous introduit vraiment que Kellerman c'est le mec froid et que lui, il a quand même un peu de cœur. Et là, on tourne dans autre chose. On commence à rentrer dans le Danny. Il se rend compte que malgré qu'il aime son pays et qu'il a envie de faire quelque chose pour son pays, il sent qu'il fait quelque chose de pas bien. Donc, il va essayer de retourner sa veste, mais nous y reviendrons au moment de l'exécution. Et arrive de l'autre côté la suite de l'évasion. Donc il creuse le trou. Lui, Lincoln, par exemple, cette scène géniale où il veut essayer de sortir, et là il regarde comme ça, il regarde les gardiens, et que hop, t'as Michael qui est obligé de le plaquer au sol, et après il y a la salle de repos qui brûle. Enfin c'est vraiment super, ça s'enchaîne très bien. Et arrive ensuite l'introduction des tout nouveaux des personnages qui vont entrer dans l'évasion. Donc je pense à Westmoreland qui va intégrer l'évasion parce que sa fille est mourante et il veut aller la voir. Ensuite arrive Sinot qui va arriver parce que John Abruzzi va perdre le contrôle du TP puisque il n'a pas réussi à trouver Fibonacci dans les temps. Donc on va lui faire payer en fait dans la famille mafieuse. Et il y a ce super épisode où justement ils disent t'es prêt à aller à où avec c'est pas toi contre moi mais c'est toi et moi, c'est fini ce temps là et tout. Enfin, c'est vraiment super. Et quand il va voir Falcone et que là il raconte comment il a trouvé Fibonacci et puis ils discutent, enfin c'est vraiment super pareil.
j'adore cette scène où ils discutent ensemble tous les deux, enfin tous les trois pardon, et que là t'as John qui sort la photo et un super jeu d'acteur, et puis donc Falconet se fait attraper au Canada à cause du tuyau que tu lui aurais refilé. Et comment tu prends ça? Avec le sourire. Voilà, non mais honnêtement il y a que des répliques cultes. Et puis va arriver, donc puisque Synod va s'intégrer dans l'histoire, et là va arriver le drame. Ah, il va arriver le drame. Le drame, c'est Michael va récupérer sa montre en or avec l'introduction du personnage de l'acrobate qui remplace le personnage de Seth qui va se suicider. Scène qui à chaque fois me met dans un état parce que t'as Michael qui voit Seth tout le long du début de l'épisode, qui lui demande de l'aide et là il se suicide et Michael s'en veut énormément. Et où ce moment où il frappe dans la jambe de Bagwell et pour lui donner une bonne leçon parce qu'il a pas envie que, il a envie qu'on foute la paix à l'acrobate quoi. Et j'adore cette scène quoi. Et quand il se met à chanter comme ça Bagwell en pleine nuit, l'acrobate, je te vois, c'est génial aussi. Bref, voilà, il y a une ambiance qui se dégage et tu sens que Michael, il va régler le problème. Donc c'est ce qu'il fait d'ailleurs en reprenant la main, parce qu'il dit c'est moi qui gère et donc c'est moi qui dis le nouveau, tu le touches pas. Et là ça recrée une nouvelle dynamique. Sauf que il va y avoir donc le fameux moment où ils vont essayer de récupérer la montre en or, ce qui va être très très problématique pour le personnage de l'acrobate parce que malheureusement Bellick va s'en rendre compte et va lui faire payer très cher. Et bon ça c'est un problème qui va être récurrent après dans la suite de la série. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ils vont continuer de creuser le trou, ils vont continuer d'aller au TP et ils vont arriver dans le réseau. Sauf qu'il y a ce fameux moment où où Michael va sécher le TP. Et il va sécher le TP et donc Lincoln va devoir gagner du temps. Et il va frapper un gardien. Et il reste que 2 jours avant son exécution, même moins, il reste 1 jour et demi avant son exécution. Et donc il l'enferme dans les QHS définitivement. Et il peut plus en sortir jusqu'à l'évasion, excusez-moi, mais jusqu'à là qu'il soit exécuté. Et là, Michael est complètement désœuvré parce que il peut plus rien faire et il peut plus rien faire. Et surtout, cet épisode est vraiment super parce que, pour moi, c'est un des super épisodes de la série. C'est parce que Lincoln va subir les conséquences de tout ça à la fin de cet épisode. Mais surtout, tout le concept de l'épisode repose sur le fait qu'ils sont trop nombreux et qu'il faut éliminer quelqu'un. J'adore cet épisode parce que tout le début de l'épisode où il faut trouver quelqu'un. Donc après, ils se mettent d'accord, ça sera Bagwell. Parce qu'ils devraient pouvoir se mettre d'accord là-dessus, hein, c'est Bagwell. Et là, Bagwell qui arrive. Alors d'ailleurs, le plan de Bagwell est particulièrement stupide, je tenais à le dire. Parce que Bagwell dit, en gros, si ma famille n'a pas de mes nouvelles 5 minutes avant l'évasion et 20 minutes après, ils appelleront le directeur et ils balanceront toute notre histoire. Mais comment tu peux savoir, puisque à ce moment-là de l'évasion, tu ne sais pas encore à quelle heure ils partent, à quelle heure ils doivent arriver, etc. Donc ça ne fait aucun sens. C'est-à-dire que là, bon bref, peu importe, mais bon, c'est pas grave. Et donc, sauf que le problème, c'est que John Abruzzi, enfin la famille Abruzzi va provoquer la mort du cousin de Bagwell et de son petit-neveu. Scène qui à chaque fois ça me met pas mal. Alors après c'est vrai qu'Abruzzi là d'un coup j'aime pas trop moi ce changement comme ça qui se tourne vraiment vers la religion. Bon c'est vrai que c'est une série très catholique hein. Prison Break, il faut le savoir dans les anecdotes de tournage. Vous savez quand Sucre veut casser le mur, à la base donc il projette le diable et à la base il devait projeter la croix de Dieu à la base. Sauf qu'ils se sont rendus compte que quand ils allaient démolir le mur, et en fait ils allaient démolir la croix de Dieu et que c'était pas possible dans une Amérique puritaine. Donc c'est là qu'ils ont eu l'idée de faire le dessin du diable, parce qu'à la base ça devait être la croix de Dieu. Voilà, si vous le savez pas, je vous le dis. Et donc c'est vrai que la religion c'est très important dans Prison Break, ça va revenir avec l'exécution de Lincoln. Voilà, ça va vraiment être très très important dans la série. Et là, il y a la préparation de l'évasion, c'est-à-dire que ça va se terminer, ils sont prêts à partir, et ils veulent partir, et les autres veulent partir. Donc ils mettent la pression à Michael, et juste avant ça, il y a eu l'élimination de John Abruzzi. Alors l'élimination de John Abruzzi, moi, à chaque fois, elle me gêne parce que c'est un personnage que j'aime tellement et j'étais tellement content après quand je le reverrai plus tard. Mais Bagwell, quand il l'élimine comme ça et qu'il lui dit en parlant de Jésus, au fait John, en parlant de Jésus, tu lui diras bonjour de ma part. Et ça, elle est vraiment super cette scène.
et que tu renonces à t'évader, enfin voilà, et à partir de là ils sont plus que 5 et ils sont prêts, ils veulent partir sans Lincoln, ils sont prêts à partir comme ça, sauf que bah Michael c'est le cerveau de la bande, donc si Michael n'est pas, je suis désolé mais ils vont tout faire foirer, d'ailleurs c'est ce que dit, c'est la première chose que dit Michael, c'est qu'ils vont tout faire foirer, qu'ils vont partir en plein milieu de l'après-midi et que ça va rater, donc en gros ils ont besoin de lui, et d'ailleurs Sinot va même rajouter il va revenir, c'est-à-dire qu'il pense vraiment qu'il va revenir, et que je sais pas s'ils auraient vraiment, c'est une question que je me suis toujours posée, c'est est-ce qu'il serait parti si Michael n'était pas revenu sur sa décision. J'ai jamais pu vraiment me décider là-dessus, je pense que non, parce que ils auraient trop eu peur que ça rate. Parce que Michael c'est vraiment la tête du projet, et ils auraient eu peur que ça rate, je pense. Et donc, Michael va réussir à transmettre un médicament, enfin un truc qui va rendre malade Lincoln, qui va l'emmener dans l'infirmerie. D'ailleurs, nous y reviendrons parce que pour moi, il y a une petite incohérence dans Prison Break, je vous le dis tout de suite. C'est à la fin de la série, mais je vous en parlerai. Et donc, Lincoln va se retrouver à l'infirmerie comme prévu, donc tout va bien. Sauf quand ils rentrent dans le trou, qu'ils arrivent super, là vraiment, En fait, le rythme dans cette partie-là de la série s'enchaîne très bien parce que tout s'enchaîne à un rythme effréné. Il arrive et là, ils ont remplacé la conduite. Ils ont remplacé la conduite. On voit toute la détresse dans la tête de Michael. Et l'épisode, cette partie-là de l'histoire se termine sur Bagwell qui sort son couteau et qui dit il va falloir que tu changes d'option, il va falloir que tu trouves une autre option parce que tu vas nous sortir de là, quoi. Et voilà, ça se termine comme ça, c'est-à-dire que Lincoln, il essaye de casser le truc lui aussi, mais Michael dit on sortira pas d'ici, quoi. Et Michael est encore plus déçu que les autres, hein, parce que malheureusement Lincoln va mourir. Et il faut le savoir, c'est l'avant-dernier épisode de cette première partie de la série, de cette deuxième partie pour moi, mais la première partie parce qu'après il y a eu une vraie coupure aux États-Unis et après ça a repris plus tard. L'évasion a raté et arrive le sublimissime épisode, le chef-d'œuvre absolu de la télévision américaine, qui est l'épisode de l'exécution de Lincoln. Alors, plein d'anecdotes d'ailleurs là-dessus. Il faut le savoir, Lincoln, à la base, l'interprète, donc Dominic Purcell, devait être... en fait, il devait s'asseoir sur une vraie chaise électrique. Sauf qu'il a demandé que ça soit pas le cas, parce qu'il se sentait mal de s'asseoir sur la même chaise que tous les autres condamnés à mort qu'il avait pu avoir avant. Donc il a demandé qu'on en fasse fabriquer une, parce qu'à la base il devait vraiment être sur une vraie chaise électrique pour avoir un vrai réalisme dans la série, ce qui est très important. Et d'ailleurs j'adore cette scène où Lincoln se fait réveiller le matin, ça je l'ai pas assez évoqué avant, où il se fait réveiller le matin et on l'emmène sur la chaise, on veut le griller, enfin super scène, vraiment violente, elle est assez horrible. Et là, tout l'épisode, voilà, Lincoln, ça a raté, c'est la catastrophe, il va mourir à la fin. Et là, c'est ce que j'appelle le chef-d'œuvre d'écriture absolue de Prison Break. C'est ce que j'appelle le chef-d'œuvre absolu. Pourquoi ? Le synopsis de l'épisode repose sur 3 points. Il y a 3 éléments qui peuvent sauver Lincoln. Le premier, c'était l'évasion. Ça a raté. Le deuxième, c'est l'appel de Veronica Donovan. Ça va rater. Le troisième, c'est Sarah Tancredi, et bien sûr donc son père, le gouverneur, Frank Tancredi. Il y a 3 éléments. Premier élément, l'évasion, ça va rater. Deuxième élément, Veronica Donovan, elle va perdre en appel. Il reste 5 minutes à l'épisode. Il est donc évident que nous sommes à l'épisode 13, que Lincoln Burrows ne peut pas mourir à ce moment-là, en tout cas du récit, ça semblerait fou. Il faut donc une option. La série va donc être assez maline pour te laisser une option jusqu'à les 3 dernières minutes de la série. Tu te dis donc, Frank Tancredi, à qui Sarah a remis son dossier, etc., va donc intervenir. C'est obligatoire. Et elle va intervenir. Il va y avoir quelque chose. Coup de téléphone, Frank Tancredi, le gouverneur, n'accorde pas sa clémence, il continue. 3 options, il en reste 0. Et la série ne met aucune autre piste en avant, puisque Danny est mort dans l'épisode précédent, tué par Kellerman. Donc il ne reste plus de possibilité pour les téléspectateurs, pour les spectateurs de la série, d'imaginer une solution pour que Lincoln s'en sorte. Et la série se termine là. Enfin la moitié de saison se termine là, c'est le middle season, pardon, et la série reprendra plus tard. Et en fait, reprendra je crois 3 mois plus tard aux États-Unis, ce qui fait que la série là, il y en a qui ont attendu 3 mois, sans avoir aucune possibilité de pouvoir faire des théories. Parce que, ou alors si, peut-être que certains ont fait des théories, mais il n'y avait rien pour s'appuyer. Vous voulez trouver la solution où ?
c'est la chaise qui va pas marcher. Bah non, la chaise, elle marchait pas. Mais Michael a été dénoncé par l'acrobate, qui est Bellick l'a réparé et a réparé la chaise électrique. D'ailleurs, c'est pas toujours très clair de pourquoi Bellick veut absolument que Lincoln meure bien à la bonne date. Je sais qu'il aime pas Michael, mais au point de vouloir tuer un homme et de vouloir provoquer véritablement la mort de Lincoln, voilà, j'ai toujours trouvé ça un peu hardcore, même si Bellick est un enfoiré, et à ce moment-là c'est vraiment un enfoiré, mais tout de même, j'ai toujours trouvé ça un peu hardcore quand même de se dire, en plus surtout il dit, vous voulez donner du rab au mec qui a tué le frère de la vice-présidente, quoi, donc je sais pas pourquoi il est autant impliqué dans cette histoire, dans cette intrigue, alors que Michael, bon, peut-être qu'effectivement il est un peu énervant, etc., mais au point de vouloir tuer son propre frère, et de vouloir vraiment que son frère meure et pour vraiment l'emmerder, etc., c'est quand même un peu extrême tout de même. Je veux dire, Michael n'a tué personne et n'a pas Enfin bon, après, bon, Bellick est un gros con à ce moment-là, donc c'est presque logique par rapport au personnage. Et ça se termine donc sur Lincoln qui est amené devant la chaise, et l'épisode se termine là-dessus. Et se termine là-dessus. Et c'est la fin de la première partie de la série, moi ma deuxième partie à moi, mais la fin de la première partie. Et là tu te dis, mais il n'y a plus d'option. Lincoln va mourir. Et pourtant, il reste 9 épisodes. Donc, il faut que la solution vienne de quelque part. D'où elle va venir, bah ça vous le découvrirez dans la prochaine partie. Enfin, on en parlera, vous le savez déjà, puisque vous regardez ces vidéos sans spoiler, avec spoiler, excusez-moi. Donc, mais voilà, il faut trouver. Et bah, la solution va venir d'un endroit assez imprévu, qui n'était pas du tout prévu depuis le début, et ça va venir d'un nouveau personnage qui va être introduit à ce moment-là, qu'on n'avait pas du tout vu venir. Et c'est là où la série, pour moi, vraiment frise le génie, parce que, en fait, t'as l'impression que la série a des ressources illimitées en termes de personnages, parce que dès qu'il y a un personnage qui disparaît d'une intrigue, ils arrivent à recréer des personnages et qui s'intègrent tellement bien dans l'intrigue que t'as l'impression que c'est tellement logique quand ça se produit, que tu te dis, bah oui, c'est normal. Alors qu'en réalité, bah, y a toute une accumulation de facteurs qui font que voilà, ça se joue à rien. Et d'ailleurs, donc, cette partie-là de la série permet aussi quand même de faire ressortir deux éléments majeurs, donc en particulier donc l'évasion qui a raté, bon ça ok, mais le deuxième pour moi élément majeur qui est sorti, c'est le fait que Terence Steadman soit toujours en vie. Et cet élément-là va être le fil conducteur de la suite de la série, parce que à partir du moment où on a cette information, déjà ça remet en cause tout le fondement de la série depuis le début, et quand tu regardes la série depuis le début, tu dis putain, ah oui effectivement, il y a des choses qui clochent. Et tu recomprends mieux d'ailleurs certaines scènes. Parce que s'il n'est pas mort, ça veut dire que Lincoln n'a tué personne. Mais c'est-à-dire que Lincoln, alors qu'on se disait qu'ils ont magouillé la mort de Terence Steadman, en fait ils ont même magouillé maintenant au point que c'est même pas une vraie mort. Donc là, on arrive à un autre stade de magouille, et là, on va introduire le cartel comme une grande magouille générale, où ils essayent véritablement, en fait on se rend compte qu'il y a plein d'objectifs différents dans le fait de voir mourir Lincoln, et pas uniquement, simplement, de tuer Lincoln Burroughs. Et c'est à partir de cette deuxième partie de la série qu'on va vraiment introduire beaucoup plus les motivations du cartel, quels sont ses objectifs, quels sont les objectifs aussi de la vice-présidente des États-Unis et de Kellerman, quels sont les objectifs de chacun des prisonniers aussi pour la suite, et ça, nous en parlerons dans la prochaine partie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Vous pouvez commenter aussi, me dire ce que vous pensez de la série à ce moment-là. Ça sera un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ma série préférée. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas aussi à appuyer sur le bouton rejoindre en dessous pour faire partie des membres soutiens de la chaîne. Je vous en remercie énormément. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!